des stratégies de long terme, soit faute de moyens, soit faute de volonté politique, tout simplement. Donc il y a eu des budgets débloqués pendant quelques temps, puis il y a eu moins de budget avec la lassitude et avec le passage du temps. Il y a des gouvernements qui se plaignent du fait qu'ils ne savent pas très bien comment l'argent est distribué, d'autres qui ont eu d'autres priorités. Il y a eu toute la crispation identitaire en Europe et le refus de l'arrivée des réfugiés vers l'Europe, chose que la Turquie avait compris, a essayé d'utiliser parfois politiquement, tout en accueillant aussi des millions de Syriens sur son territoire. Le Liban, incapable lui-même par ses propres ressources de gérer la catastrophe, attendait l'aide internationale, mais sachant que la classe politique libanaise est corrompue, d'où la révolution aussi des Libanais et des Libanaises eux-mêmes contre cette classe politique, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la gestion de la question des réfugiés au Liban, mais de toute façon, il n'y a pas suffisamment de moyens déployés de la part de la communauté internationale pour aider les réfugiés à long terme, notamment dans ce qui est éducation, parce que des enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est toute une génération qui peut être perdue, et donc un grand problème pour l'avenir et pas seulement pour le moment actuel. Maintenant, pourquoi le Liban n'est pas signataire des conventions de 51? Le Liban, comme tous les pays de la région, sans exception, n'ont pas adhéré aux conventions de 1951 qui sont pour les réfugiés. Je ne parle pas des conventions de Genève de 1949 qui sont reliées aux droits durant la guerre et à la question des prisonniers de guerre, la question de l'occupation, et les questions de la protection des civils, ça c'est autre chose. Mais par rapport aux 1951, les conventions concernant les réfugiés, le problème qui se posait et l'argument utilisé par les pays arabes était le suivant. Si on considère que les Palestiniens, qui étaient les seuls réfugiés dans les pays arabes à ce moment-là, vont être traités comme des réfugiés étrangers et on va créer une situation politique et juridique qui ne pousse pas les Palestiniens à demander le retour sur leur territoire, d'autant plus qu'il y avait dès 1949 l'UNRWA, qui est l'agence internationale onusienne pour les réfugiés palestiniens. Donc, ce refus d'adhérer aux conventions, se justifiant par la cause palestinienne et par le droit au retour et par la nécessité de garder aux Palestiniens un statut spécial géré par l'UNRWA, a fait qu'ils n'ont pas adhéré après. Et puis, vu qu'il y a eu des guerres froides et voire parfois des guerres entre Arabes, entre États arabes, entre régimes arabes qui avaient des axes différents, il y a eu aussi des exilés politiques, il y a eu dans certains cas des réfugiés, et donc on n'a pas voulu les protéger par les statuts que stipulent ces conventions, en laissant chaque fois à la société civile se débrouiller avec eux, essayer de trouver des compromis, ou bien à l'aide internationale et au UNHCR de gérer pour les envoyer plus tard dans un pays tiers. Donc c'est une situation délicate, mais elle n'est pas seulement propre au Liban, elle est malheureusement propre à tous les pays de la région, sans exception. Joseph, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette question relative aux droits, au-delà de la question des besoins des personnes réfugiées au Liban? Moi, je veux parler de l'éducation. Le problème qu'on a eu avec l'éducation, avec les enfants de réfugiés, c'est la différence du programme entre le Liban et la Syrie. Les enfants en Syrie, ils parlent très peu la langue. Le français, l'anglais, le niveau était très bas. Et au Liban, les majorités des matières, de maths, de sciences, tout ça, c'est en français ou en anglais. Et c'était un grand problème au début que les enfants syriens s'intègrent et entrent dans le système. Et le deuxième problème, quand la famille syrienne revient en Syrie, le programme est différent dans les deux pays. Il n'y a pas quelque chose de commun. Nous, on travaille avec l'UNICEF pour faire ils ont adapté un programme qu'on utilise dans l'éducation pour les enfants. Et on concentre beaucoup sur les formations de langue. Parler l'anglais, surtout on travaille beaucoup sur l'anglais, le français. Mais l'anglais, la majorité, et beaucoup des adultes, ils participent. Et
Et de plus en plus, ils trouvent que c'est intéressant. Et pour les écoles au Liban, au début, c'était un grand problème parce que le nombre de réfugiés au Liban, comme Ziad dit, c'est comme c'est 1 million ou 1,4 million. C'est à peu près, avec 4 millions Libanais, c'est un grand nombre. Au début, c'était un grand problème pour la place à l'école. Toutes les classes sont remplies. Après un an, ils ont trouvé une solution. Ils ouvrent l'après-midi. Ils ont fait deux shifts pour les professeurs. Un le matin, une équipe le matin, ils donnent aux Libanais au nombre de Syriens qu'ils ont de la place. L'après-midi, c'est pour les enfants de réfugiés. Et malgré ça, il reste des enfants qui ne vont pas à l'école, ou parce que c'est un peu compliqué le transport et tout ça, ou la mentalité des parents. Il y a beaucoup de parents, surtout les gens qui viennent du village, ils n'envoient pas leurs enfants à l'école parce qu'ils trouvent que ce n'est pas important, qu'ils travaillent, c'est mieux. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour vos réponses. Je continue, donc on a une question de Lohan Guérin sur YouTube qui demande « Est-ce que des réfugiés syriens et palestiniens ont pris part aux manifestations contre le gouvernement ? Est-ce que cela a aidé à recréer du lien entre Libanais et réfugiés ?» Voilà, je ne sais pas lequel de vous deux aurait des éléments de réponse là-dessus. Oui, il y a eu très peu. En fait, il y a eu probablement un grand sentiment de solidarité avec les manifestants et les manifestantes libanais et libanaises. Certains activistes politiques syriens et palestiniens ont peut-être participé, mais la majorité préfère ne pas se mêler par crainte des répercussions sur eux, parce que si un Syrien ou un Palestinien est arrêté par les forces de sécurité ou par l'armée libanaise, ou s'ils sont parfois aussi arrêtés par les milices de Hezbollah ou les militants de Hezbollah qui ont à plusieurs reprises attaqué les manifestants, cela peut être utilisé politiquement comme étant une manipulation ou une volonté étrangère de déstabiliser le pays. Et ils auront un traitement extrêmement sévère et difficile, voire ils peuvent être menacés de déportation dans le cas des Syriens. Donc la majorité n'ont pas participé, l'énorme majorité. Il peut y avoir quelques cas, quelques individus engagés politiquement, mais je pense qu'il y a aussi cette solidarité symbolique et cette volonté ou cette aspiration commune à la plupart des peuples et la majorité des peuples arabes pour pouvoir changer un peu la situation catastrophique dans laquelle elles vivent, ces populations. Depuis 2011, il y a eu les premières révolutions en Syrie, au Yémen, au Bahreïn, en Égypte, en Tunisie, en Libye. Dans certains cas, les choses ont évolué, dans d'autres, c'était la guerre et le chaos. Il y a eu des contre-révolutions et il y a eu des interventions et des invasions militaires étrangères. Donc, ça n'a pas malheureusement été un moment de changement et de transition politique vers le meilleur. Et puis, il y a eu une deuxième phase de révolutions arabes en Algérie, en Irak, au Soudan et au Liban en 2019. Plusieurs facteurs ont fait que ces révolutions-là ont été soit avortées, soit contenues par les répressions, par les contre-révolutions, par le Covid et le confinement, par les crises économiques et financières terribles. Mais au niveau de cette solidarité, symboliquement parlant, je pense qu'elle se trouve aujourd'hui entre la majorité des gens actifs politiquement intéressés par un changement et qui ont des aspirations de démocratie, de liberté, de justice sociale et de tourner la page des régimes de dictature, de corruption et de crimes contre l'humanité qui règnent dans la plupart des pays arabes. Donc, c'est ça ma réponse. Merci beaucoup. Joseph, vous vouliez ajouter quelque chose ? Moi, je voulais parler du côté associatif, civil, mais c'est ce qu'on voit sur le terrain, en Syrie ou au Liban. Moi, je pense que la révolution et les manifestations, besoin d'éducation avant. Les gens doivent être... Il y a un niveau d'éducation ou je ne sais pas le mot en français, de maturité pour les gens, pour qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent et qu'ils demandent vraiment sans être utilisés
Et sans entrer dans une discussion, moi je trouve que ça, c'est pas le cas dans notre pays, ni la Syrie, ni le Liban. Les manifestations sont utilisées et sont bougées par des acteurs. Et parfois, il y a des gens vraiment qui veulent le changement. Et vraiment, la société civile, elle est très bien, très forte, mais parfois, je pense qu'il y a quand les réfugiés doivent entrer dans les manifestations, quand il y a un besoin chez une partie politique, ils le font dans les manifestations. Mais comme ça, ils manifestent tout seuls. Moi, je n'ai jamais vu ça au Liban pour les réfugiés, même les Libanais. Même les Libanais. Tu n'es pas d'accord avec moi, Non, mais... je suis certainement pas d'accord et je pense qu'il faut changer ce genre de discours parce qu'il n'y a aucun peuple dans le monde qui est plus mature et plus éduqué que les autres en matière de droit à être libre et à vivre dignement. Ce sont les régimes barbares, que ce soit en Syrie ou ailleurs, qui ont rendu la vie des gens très difficile, très compliquée. Pendant 40 ans ou 50 ans de dictature dans le monde arabe, quand l'éducation n'est pas privilégiée, quand les droits humains sont écrasés par les militaires, quand les mafias règnent et volent et pillent les ressources avec toute impunité, il est évident que les gens ne peuvent pas avoir automatiquement une conscience politique et s'organiser politiquement. La politique et l'organisation politique sont un apprentissage qui ne se fait qu'à travers la pratique, donc les révolutions, les manifestations, les lobbying, l'effort des sociétés civiles, les récits, les écritures des intellectuels, le travail sur le terrain, en groupe, afin de pouvoir créer une maturité politique et imposer le changement. Mais si on dit qu'on n'est pas suffisamment éduqué pour changer, on laisse nos pays aux mains des mafieux, des criminels, des familles qui ont pillé les ressources, qui ont rendu les gens que tu as évoqués, que tu qualifies de gens de village. Permets-moi de dire que je ne suis pas non plus d'accord avec ces termes-là, parce que ça peut renvoyer à un cliché ou à un stéréotype qui n'est pas tout à fait correct envers les gens des zones rurales qui ont exactement les mêmes droits que toute autre personne sur cette planète, qu'ils soient syriens, palestiniens, libanais, irakiens, du Mozambique, du Sri Lanka, de la France ou de la Suède. Et de toute façon, l'Europe n'est devenue et encore, il y a pas mal de crises à observer dans nos pays européens, en Europe en général ou en Occident, qui est considéré le plus démocratique. La maturité démocratique et politique ne s'est construite qu'à travers la pratique, les libertés. Et crois-moi, il y a quelques décennies, il n'y avait pas beaucoup plus d'éducation politique et de conscience politique. Quand une grande partie des Allemands suit le parti nazi, ce n'est pas un signe de grande maturité politique. Ce sont des crises, il y a des mécanismes qui produisent parfois des idéologies, des comportements. En France même, il y a eu énormément de problèmes il n'y a pas très longtemps. Les guerres entre Européens et les massacres entre Européens et entre Occidentaux n'ont pas cessé qu'en 1945, et encore, je le dis, avec pas mal d'exceptions quant aux guerres coloniales et autres. Donc, il faut commencer à éduquer, mais pas en se considérant ni supérieur aux gens non éduqués, ni considérant qu'ils n'ont pas de droit politique et le droit de s'exprimer contre ceux qui les pillent, qui les écrasent, qu'on soit éduqué ou pas. On a le droit de marcher la tête haute, de vivre en dignité et de ne pas céder nos pays à des criminels et à des mafieux qui ont vidé les caisses des États, qui ont des comptes en Suisse et en France et ailleurs, et qui aujourd'hui, comme en Syrie, lâchent des barils explosifs sur la population civile, violent le droit international, qui tuent et qui torturent dans les prisons, qui violent, qui ont utilisé l'arme chimique. Donc ceux qui se soulèvent contre eux, qu'ils soient éduqués au niveau académique, je veux dire, ou pas, ils ont de toute façon leur droit de militer, de lutter, de manifester et de faire tout ce qui est possible pour tourner la page de la barbarie. Sinon, si on continue à dire il faut attendre l'éducation, ces régimes-là ne vont jamais permettre l'éducation. Donc on peut attendre encore un siècle ou plus. Mais en tout cas, c'est un débat politique et je sais, Joseph, que tu es beaucoup plus dans l'humanitaire, sur le terrain.
Mais juste pour clarifier, parce que je pense aussi que la question politique est très importante, notamment dans nos sociétés. Merci beaucoup Ziad pour ce point de vue et cette opinion très, très claire. Peut-être pour revenir sur la question plus spécifique des réfugiés syriens et en lien très direct avec ce que vous évoquiez juste avant tous les deux, que ce soit l'éducation, que ce soit la construction finalement de l'opinion publique et de la manière dont les sociétés se mettent en branle pour leur propre avenir. Il y a une question assez importante dont on entend peu parler, qui est celle de l'enregistrement des naissances des enfants qui naissent en ce moment sur le sol libanais de parents syriens, qui sont pour un certain nombre sans enregistrement de leur naissance, qui sont à risque, donc on appelle d'apatridie, donc de ne pas être reconnus par un État. C'est une question qui est finalement sous-jacente à pas mal de choses que vous avez évoquées tous les deux, la question ou pas de pouvoir retourner en Syrie, la question de pouvoir accéder aux droits, au travail, à l'éducation, au logement au Liban, etc., etc. Donc peut-être encore une fois, chacun avec vos deux points de vue, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question-là de ces enfants qui en fait sont nés réfugiés au Liban de parents syriens et qui aujourd'hui donc du coup se trouvent dans cette situation